Eh bien, merci d'avoir regardé cette émission, la cinquième... Ah bah non, on n'a pas commencé encore. Non, alors c'est la cinquième émission, hein, c'est la cinquième petite librairie, vous vous rendez compte c'est pas facile, hein, je vais vous dire. Il y a Monsieur Fred, il y a Madame Chantal derrière, et c'est pas des faciles au niveau des techniciens. Alors, une émission un peu particulière, là, on prend de l'ampleur, voilà, on devient international parce qu'on a la vedette, je dis bien la vedette belge, c'est-à-dire l'homme que tout le monde s'arrache, Bruxelles. Maintenant, il va partir pour New York. On l'a eu juste là pour une émission, vraiment, parce que c'est la Griffe Noire internationale belge avec Monsieur Didier Debroux. Voilà, et ben voilà. Alors, je vous le présente pas, critique littéraire, c'est celui qui fait le succès en Belgique, tous les écrivains sont à ses pieds, voilà, on a vraiment eu une chance extraordinaire, il y a entre deux avions, deux voitures, deux RER, et on l'a. Il va être dans cette émission, la cinquième. Déjà, je vous remercie beaucoup de votre confiance, de votre gentillesse, parce que vous nous dites que c'est de mieux en mieux. Enfin, c'est pas grâce à moi, hein, c'est surtout grâce à Madame Chantal et à Monsieur Fred, et puis maintenant à Monsieur Didier. Non, en fait, c'est grâce à nous, parce que ils seraient tout seuls, leur émission, il n'y aurait pas grand-chose. Alors, dans cette émission, il y aura, je lis parce qu'il y a tellement de choses, il y aura nos coups de cœur romans, alors il y aura nos coups de cœur polars, BD aussi, nos coups de cœur BD, il y aura le monument belge Didier Debroux. Il y aura l'interview de Nathalie Hugues et Jérôme Camus et Nathalie Hugues, hein, des monuments aussi du polar français. La chronique de Marie sur les livres audio, vous savez, audio c'est pour ceux qui entendent mal. La chronique de livres jeunesse. Alors la chronique de livres jeunesse, c'est Monsieur Fred. La voix, vous allez voir, il a une voix, on dirait le cinéma de 23h ou de 24h quand j'étais enfant et que c'était déjà une vieille émission. Il y a la chronique de Jean-Edgar Cazel, alors là c'est mon associé, c'est celui, voilà, il fait partie intégrante de cette émission. Sans lui, cette émission et cette librairie n'existeraient pas. Il est 10 fois plus intellectuel que moi, il lit des choses que, voilà, j'arriverai pas. Bon bah les enfants, écoutez, j'espère que ça se passera aussi bien que les autres fois, que vous serez aussi contents. Et puis, et bien voilà, ça commence. Alors, il y a Madame Chantal et Monsieur Fred qui m'ont fait remarquer, c'est vrai que c'est le truc qui tue. On fait une émission qui commence le 2 janvier et qu'est-ce qu'on ne fait pas? On n'a pas souhaité la bonne année. Ceci dit, moi je suis un peu sceptique sur les bonnes années parce que le nombre de morts que j'ai vu, que j'ai embrassé, qui étaient plus là l'année d'après. Mais bon, on va faire comme si tout va bien les enfants. Normalement, il y a Didier Debroux qui devrait venir, mais comme je n'aime pas trop partager la vedette, j'ai déjà donné l'introduction de l'émission, faut pas quand même exagérer. Après, quand je serai à Bruxelles, on reconnaîtra plus que Didier Debroux, on se demandera quel est le petit qui est à côté. Donc Didier Debroux se joint à moi pour vous souhaiter une bonne, heureuse année, mais surtout avec plein de bons livres, plein de bonnes émissions littéraires. Allez regarder les sites de nos collègues libraires. Il y a plein de sites de Lili Zanini, de gens comme ça qui font un boulot fabuleux. Il y a la 25e heure. Vous allez voir la 25e heure de Didier Debroux. D'accord, il est belge, mais il lit le français couramment. Il l'écrit même couramment. Et il a de super bons conseils. Il a même réussi à me surprendre. Alors que je suis quand même Gérard Collard, la référence, enfin la statue du commandeur. Non mais ça, non, je rigole. Et quoi qu'il y en a d'autres, il y en a certains qui vont penser que je le pense, qui est peut-être pas, c'est peut-être vrai. Alors donc je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. J'espère que cette année se passera mieux que l'année dernière, qu'il n'y aura pas d'Yann Moix, qu'il n'y aura pas de, voilà, vous voyez, de gens comme ça, parce que ça, c'est vrai que ça gâche un peu la fête, mais avec un peu de chance, voilà, ils écriront pas trop. Donc on vous souhaite, avec Didier Debroux, Monsieur Fred, Madame Chantal, et puis ceux qui sont derrière, qu'on peut pas vous nommer parce qu'ils sont tellement nombreux, les techniciens de cette émission. On vous souhaite une bonne et heureuse année 2017. Alors, pour cette cinquième petite librairie, c'est grâce à Monsieur Fred que j'ai découvert un livre. J'ai honte, hein, parce que j'adore ce monsieur. C'est le monsieur, il s'appelle Gilles Jacob. Alors, Gilles Jacob, vous connaissez, c'est le monsieur qui s'occupait du Festival de Cannes. Alors, il a une caractéristique, ce monsieur, qui est quand même très rare. C'est que, bon, il a du talent, ça c'est déjà pas courant, mais il est modeste, il est cultivé, il est intelligent.
il est plein de charme, il parle pas fort. Vous savez, quand on parle avec les gens, souvent, il parle avant vous, et pas du tout, c'est une merveille de courtoisie, donc déjà, j'avais lu son premier roman, qui était un roman, mais qui parlait de lui, en fait, il racontait la guerre de 39-45, il est juif, hein, donc il va être caché dans un village de France, et c'était une petite merveille, en plus, j'avais adoré son style, et là, il sort un livre, alors déjà, la couverture, je vais vous dire, ça m'a pas tellement, j'avais pas tellement envie de le lire. Et puis, quand j'ai vu qu'il parlait de Sessue Hayakawa, donc Sessue Hayakawa, je vais vous dire, vous connaissez, vous, Sessue Hayakawa ? Ben moi, je ne connaissais pas du tout, mais quand on m'a dit que c'était le colonel, vous savez, le méchant japonais du pont de la rivière Kwai, ça vous dit, hein, celui qui est odieux avec David Niven, qui va lui faire plein de choses, enfin, une horreur, quoi. Alors, cet acteur, il est absolument extraordinaire, il est japonais, il avait une vie qui était vraiment très cadrée, son père était militaire, donc il fait une école militaire, et puis là, le destin, c'est toujours comme ça, il lui arrive une chose, c'est qu'il devient à peu près sourd, et en étant sourd, on ne peut pas être militaire, il décide de changer complètement de vie, et il s'expatrie aux États-Unis. Alors attention, on est dans les années 20, il va se retrouver à Hollywood, il va faire plein de petits métiers. Hollywood, attention, les studios, c'est tout petit, hein, c'est des petites baraques, c'est pas l'immense chose qu'on voit maintenant. Il va être remarqué, il va devenir acteur. Il va devenir un acteur, mais vous pouvez pas imaginer la célébrité, c'est Patrick Bruel, plus, Sean Connery, plus... Il devient une star du muet, il va avoir un immense succès. Il a un problème, ce monsieur, quand même. On est aux États-Unis en 1920, il est jaune, il est japonais, et le racisme anti-japonais et anti-jaune, est omniprésent aux États-Unis. Malgré ça, il va faire d'immenses fêtes, il va construire d'immenses studios, il va être producteur, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Mais ces foutus Américains sont racistes et ça va pas marcher du tout. Enfin, vous allez découvrir ça dans le livre, hein. C'est ça qui fait que ce livre, c'est un peu un roman. Il a une vie extraordinaire. Il va s'expatrier, il va partir en France. Et alors, c'est toutes les années folles en France, hein. Il va participer à toute la folie intellectuelle de Paris et de la France de cette époque. Et puis vous allez le retrouver pendant la guerre. Et puis pendant cette guerre, il va devenir un grand résistant. Il va vouloir retourner au Japon, mais c'est pas possible parce que les Japonais sont aussi racistes. Mais alors, ils sont pas racistes parce qu'il est jaune, ce qui serait quand même embêtant pour des Japonais, mais parce qu'il a choisi la société occidentale et pour eux, c'est pas possible. Il va finir sa vie dans un monastère bouddhiste. C'est une vie absolument extraordinaire, une vie... Moi, alors, j'ai complètement découvert... Si vous en avez marre des livres, vous savez, on vous raconte toujours la même chose, Henri IV, ça fait le 27e livre sur Henri IV, ou alors le 27e livre sur Catherine Deneuve. Donc là, vous allez découvrir un personnage incroyable, vous allez découvrir une époque, parce que c'est vraiment une histoire du monde occidental à travers son destin. C'est super bien écrit. Je trouve que c'est immérité, il devrait être dans les premières places, c'est au rayon histoire, au rayon roman, parce qu'il a un très beau style, donc allez-y, lisez ce pure merveille, ça s'appelle Gilles Jacob, Un homme cruel, vous fiez pas à la couverture, alors il a peut-être été un peu cruel, vous découvrirez pourquoi, mais c'est un livre extraordinaire, une aventure humaine incroyable, et puis un livre historique, si vous aimez l'histoire, voilà, c'est un indispensable. Et bien maintenant, le moment que vous attendiez, le moment, je sais, j'ai été long, le moment phare de l'émission, le moment, voilà, celui qui va faire le buzz même aux États-Unis, partout, le moment, c'est la chronique de Didier Debroux, notre Belge, l'international, la Statue de Liberté bruxelloise. Allez, à Didier Debroux. Énorme coup de cœur pour cette nouvelle émission de la Petite Librairie, un roman dit jeunesse, mais pour les jeunes de 9 à 99 ans. 1749 miles de Fabienne Blanchu, un roman assez exceptionnel en fait qui va conter l'histoire de toute l'aérospatiale américaine sur les 60 dernières années. On va en fait découvrir l'histoire d'un singe, Ham, qui était le premier singe qui est parti dans l'espace et qui est revenu. On est dans les années 50, c'est l'époque où l'Amérique est en pleine guerre spatiale ou démarre sa guerre spatiale avec l'Union soviétique. Et en fait, un jeune homme qui s'appelle Joshua va rencontrer ce jeune singe et va démarrer une amitié assez extraordinaire. À partir de là, l'auteur fait un reward vers le futur
Et on retrouve Joshua en 2013 invité par Obama à fêter les 30 ans de l'anniversaire de la mort de Ham. Joshua va à ce moment-là traverser les États-Unis, il doit parcourir 1749 miles pour rejoindre l'État du Nouveau-Mexique et aller célébrer cet anniversaire. Au cours de ce voyage qu'il va faire en voiture, il va en fait refaire le point sur sa vie et petit à petit, il va se remémorer cette histoire incroyable qui l'a lié à ce singe avec qui il a découvert, lui l'adolescent rebelle, une nouvelle vision de l'existence. Et ainsi, à travers 1749 miles, on va non seulement avoir une histoire de l'Amérique contemporaine, une histoire de l'aérospatiale, découvrir un héros inconnu qui est ce chimpanzé Ham, et cet homme Joshua qui va se poser des questions existentielles importantes, mais tout ça avec une plume extrêmement cristalline, simple d'approche, mais qui pose les questions essentielles, et d'un coup de baguette magique, l'auteur arrivera à une conclusion tout à fait étonnante. Bref, 1749 miles, un énorme coup de cœur, un livre pour les 9 à 99 ans, plaisir assuré, bref, un régal. Je vous avais fait découvrir, enfin j'avais contribué avec d'autres libraires, parce que là sinon je vais me faire tuer, à découvrir Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio chez Slakin et Compagnie, qui est une jeune maison d'édition à son genre, tenue par des gens complètement passionnés, qui a vraiment eu un énorme succès. Et puis, alors je vous annonce une super bonne surprise pour les libraires, ça va leur faire plein de pépettes. Il y a un tome 2 et il y a un tome 3. Vous imaginez, le tome 2 et le tome 3, s'ils sont aussi bons que celui-là, les enfants, on atteint des sommets, le nirvana, enfin Catherine Deneuve quand elle était jeune, quoi. C'était bon, extraordinaire. Et donc, je vous ai trouvé toujours chez le même éditeur, un livre absolument fabuleux d'Alice Hoffman, qui est une écrivain brillante américaine, qui s'appelle Un mariage contre nature, toujours c'est cette maison d'édition, Slatkin Company, qui nous donne une pure merveille. Alors, si je vous dis Pissarro, vous savez, bon, peintre impressionniste, au mieux, vous savez qu'il a beaucoup d'enfants, qu'il a vécu dans la vallée de l'Oise, qu'il était plutôt de gauche, que c'était un des maîtres de toutes des peintres impressionnistes, ça a été un des leaders. Et puis, mais vous vous dites, c'est vrai qu'on n'y pense jamais, mais les peintres comme ça ont eu une mère et un père. On ne connaît pas l'importance de cette mère et de ce père sur ses enfants. Et là, vous allez découvrir la mère de Pissarro, qui est un personnage extraordinaire, une femme incroyable, qui m'a fait penser quelque part par la personnalité, la force du caractère à Frida Kahlo. On est à Saint-Thomas, exactement, à une petite île qui est sous domination danoise, qui s'appelle Saint-Thomas. Ils sont juifs, hein, la mère est juive, donc ils sont partis de Saint-Domingue parce que il y avait du racisme. Par contre, à Saint-Thomas, sous domination scandinave, on n'est pas raciste, on a droit de pratiquer sa religion. Les juifs, il n'y a pas d'antisémitisme et on peut être négociant. Donc les parents s'installent là. Le père est absolument brillant, c'est-à-dire il est négociant, mais en plus il éduque sa fille comme un fils, c'est-à-dire qu'elle va lire beaucoup. Elles sont d'origine aussi de Bordeaux, française, qui explique qu'elle est fascinée par la France. Alors cette île est merveilleuse, hein, elle est remplie c'est foisonnant de bêtes, de nature et tout. Je vous avais expliqué l'anecdote, c'est-à-dire que pour qu'il y ait moins de moustiques, on prend un grand bassin, on met de l'eau dedans avec des poissons rouges, et les poissons rouges mangent les larves de moustiques. Il y a plein de petites choses comme ça, vous êtes complètement dedans, la tempête et tout. Et elle est fascinée par les livres. Il a une immense bibliothèque, donc elle est fascinée, et par Paris, c'est-à-dire que pour elle est enfermée dans cette île. Elle veut qu'une chose, c'est partir et voir Paris, voir la mode, voir les femmes bien habillées et tout. Le problème, c'est que l'entreprise de son père va un peu péricliter. Pour sauver son entreprise, il va la marier à un monsieur, un monsieur plutôt sympathique, mais qui a déjà 3 enfants. Elle va avoir 3 autres enfants avec cet homme, ça va bien se passer, mais alors, vous allez voir, le personnage extraordinaire de cette jeune fille, c'est qu'elle va dire, non, je veux bien me marier, mais je veux le voir, je veux qu'on parle ensemble, alors ce qui à l'époque était pas possible. Ils vont avoir 3 enfants, mais le monsieur, il va mourir très très jeune, elle va se retrouver veuve, enceinte. Là, pour la succession, on envoie un cousin, et ce cousin, il s'appelle Frédéric, il est de Bordeaux, elle a 44 ans, il en a 24.
Et là, il y a un gros problème, c'est-à-dire que pour les juifs, pour la synagogue, les vieux de la synagogue, c'est pas possible qu'on se marie. Ça va être un combat de 8 ans. Ils vont se battre comme des fous pour se marier. Ils vont y arriver. C'est l'histoire de deux passions. Et là, vous allez les voir après. Il y a 2 enfants qui vont survivre de ce mariage, dont Camille Pissarro qui va se retrouver à Paris. Je ne vais pas vous raconter tout le livre, c'est toute l'histoire de cette femme, c'est toute une aventure, c'est toute une passion, c'est toute cette époque, c'est un des plus beaux portraits, un des portraits de femmes les plus qui m'a touché, mais vraiment, c'est un ouragan, cette femme, c'est-à-dire, et puis c'est un ouragan de passion, un ouragan d'intelligence, un ouragan, c'est toute une époque, voilà, vous êtes emmené par le flot, et puis vous avez Camille Pissarro, hein, qui est quand même là, et puis vous allez mieux comprendre Camille Pissarro, pourquoi, voilà, il y a un moment où ça sert à rien de parler puisque ça traduit pas la passion et l'émotion que vous avez eue. Donc allez-y, vous n'attendez pas. Ça s'appelle Un mariage contre nature de Alice Hoffman chez Slatkin. C'est pour moi un des grands et ça sera un des grands romans de l'année 2017. C'est la chronique préférée de Monsieur Fred, la chronique jeunesse, parce que Monsieur Fred adore la jeunesse. À vous, Monsieur Fred. Pour cette rubrique, l'équipe du rayon jeunesse de la Griffe Noire vous a sélectionné 3 ouvrages pour 3 âges différents. Le futur, c'est déjà aujourd'hui, avec le livre de Marc Frachet Incarnatis, le premier tome d'une trilogie de science-fiction, un livre qui utilise la réalité augmentée. En effet, au-delà du récit classique, vous aurez la possibilité de scanner des QR codes ou des codes barres qui vous proposeront des bonus animés, audio et musicaux. Depuis notre futur, cette saga nous emmène aux origines même de l'humanité dans un monde empreint de magie où s'affrontent dans l'ombre de l'histoire humaine 2 sociétés secrètes maîtrisant des pouvoirs paranormaux, dont la réincarnation. Une manière originale d'amener vos ados à la lecture grâce à la réalité augmentée. On vous présente maintenant un livre pour les enfants âgés de 5 à 7 ans. Geoffroy de Pénard nous livre ici un pastiche du célèbre conte Cendrillon, version masculine ou plutôt canine, avec comme héros Tom, un chien qui se fait exploiter par ses 2 frères dans le garage familial. Tom a une passion, le chant. Un livre mignon et teinté d'humour sélectionné par l'équipe jeunesse de la Griffe Noire qui ravira vos enfants. Et on termine cette sélection jeunesse avec un beau livre qui s'adresse en fait plus aux adultes qu'aux enfants. Le dessinateur Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez s'attaquent à un mythe de l'art mexicain du XXe siècle, Frida Kahlo. Une succession de pages découpées et un texte poétique qui nous entraîne dans les profondeurs de l'âme de Frida Kahlo. À la manière d'un recueil de pensées, le livre explore les thématiques qui sont chères à Frida, l'amour, la mort, la terre, les animaux. Un livre à garder dans sa bibliothèque. C'est tout pour la sélection jeunesse, on retrouve tout de suite Gérard et ses coups de cœur. Dans le début de l'émission, vous avez vu, il y avait Slatkin et compagnie qui étaient des jeunes éditeurs. Et là, il y a une petite maison d'édition que j'adore, dirigée par une femme de passion incroyable aussi, qui s'appelle Baker Street. Et l'année dernière, il y avait un roman qui avait fait fureur et qui avait été vraiment remarqué en France et qu'on avait adoré, qui s'appelle Le Cercle des plumes assassines de Murphy. Je ne vais pas vous raconter ça parce que quand je vais vous raconter le précédent, vous allez le prochain, vous allez automatiquement aller acheter ce petite chose brillant, intelligent. Il vient de paraître ça, les enfants, c'est un régal. Si vous en avez marre des élections présidentielles, des primaires, des égaux surdimensionnés, de vos impôts, d'impôts locaux, des meurtres, des assassinats, que vous en avez, et là, l'intelligence pure, ça s'appelle L'affaire de la Belle Évaporée de Murphy chez Baker Street. Alors on est à New York, hein, c'est le temps de la Prohibition, c'est-à-dire 1920-1930. Vous avez Dorothy Parker. Dorothy Parker, c'est l'immense Dorothy Parker, c'est une des plus brillantes écrivains américaines qui a jamais rien écrit à part des nouvelles qui sont pour moi un des sommets des nouvelles américaines et anglo-saxonnes. Cette Dorothy Parker, elle boit pas mal, c'est une emmerdeuse, hein, mais qui a du caractère et en plus qui est très très intelligente et qui a beaucoup de talent. Et donc cette femme, elle est avec ses copains, dont Benchley. Benchley, c'était pareil, un peu comme Dorothy Parker, il a fait beaucoup de livres, de nouvelles d'humour, qui sont absolument, il faudrait que vous les relisiez, je crois qu'elles sont en 10-18, c'est une pure merveille. Et donc elle est avec son copain, dans un des hôtels les plus sélects de New York. On est au temps de la Prohibition, hein, donc on est censé ne pas boire, je vous dis bien, on est censé ne pas boire. Et là, pour le 1er de l'an, il y a Douglas Fairbanks qui
organise mais une immense fiesta comme on faisait à l'époque, les années folles. Là. Nous, à côté, on est des petits rigolos, hein, petits moyens, petits tout. Là, c'était énorme. Ils commencent à s'amuser, tout se passe bien. Et là, problème, il y a un des invités qui est docteur. Et ben, il annonce qu'il y a un cas de scarlatine, je crois, ou quelque chose, de variole, pire, de variole dans l'hôtel, et que l'hôtel, plus personne ne peut sortir de cet hôtel. Vient se greffer là-dessus le truc, la cerise sur le gâteau, Bibi Biblo, qui est une quand même célèbre starlette de ces années-là, qui est retrouvée morte dans sa baignoire. Mais alors, bon, elle n'est pas morte dans de l'eau, hein, elle est morte dans du champagne, les enfants. Et là va commencer une enquête, alors absolument extraordinaire. Et qui est avec la célèbre Dorothy Parker pour l'aider? Eh ben, monsieur Sherlock Holmes. Et ben voilà, elle fait pas dans les... Voilà, c'est pas Sherlock Holmes, c'est intelligent, c'est brillant, c'est rempli d'humour, c'est cruel. Ça parle d'alcool, d'ambition, de faux cul. Vous êtes bien, vous dites qu'il y a des gens intelligents et brillants, qu'il y a des gens qui ont du talent, c'est sophistiqué, c'est léger, c'est pétillant comme une goule de champagne, ça a du goût comme un bon Bordeaux, et puis c'est léger comme du bon vin blanc. Voilà, si après ça vous l'achetez pas. Donc vous achetez L'affaire de la Belle évaporée chez Baker Street de Murphy. Si vos impôts vous laissez un peu d'argent, parce qu'en ce moment les impôts, je vous dis pas, je sais pas où ils vont s'arrêter, ça c'est mon côté corporatiste, je vous conseille de lire Le Cercle des Plumes Assassines de Murphy. Là, vous avez 500 ou 600 pages de bonheur, de morale, ça devrait être remboursé par la Sécu, et puis ça fait du bien d'avoir des gens intelligents et cultivés, hein. Et puis en plus ça va vous donner envie de lire tous les livres des acteurs, enfin des héros qui sont dedans. Voilà. Et maintenant, c'est aussi un moment important, c'est une interview de gens que j'adore, qui ont été très importants pour le roman polar français, qui ont remis le polar français dans le quotidien et qui nous ont fait découvrir les coulisses, tout ce qui était un peu caché dans la société française, qui gratte où ça fait mal. Eh bien, c'est Nathalie Hugues et Jérôme Camus. À vous. Pour ce 5e numéro de La Petite Librairie, nous vous proposons une rencontre avec les auteurs complices de thrillers, Nathalie Hugues et Jérôme Camus. Bonjour Nathalie, bonjour Jérôme. Pouvez-vous nous parler de votre écriture à 4 mains? 4 mains, voilà, 4 mains. L'écriture à 4 mains s'est imposée à nous, finalement. 4 pieds aussi. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour rester ensemble tout le temps. Voilà. On avait chacun des métiers différents. Jérôme était écrivain, moi je n'étais pas écrivain. Et comme on était très amoureux et qu'on n'avait pas du tout envie de se quitter, on a décidé d'écrire à 4 mains. Quelle était l'idée de départ de W3 ? L'idée de départ de W3, c'est pas vraiment une idée. C'est après avoir écrit Les Voix de l'ombre, 4 volumes avec un personnage assez démoniaque qui s'appelle Kurtz et qui est un méchant qu'on aimait beaucoup parce que c'était un méchant épais et cohérent et intelligent. Enfin, on l'aimait beaucoup. Et puis à la fin du 4e volume, c'est terminé et on est un peu sec, on est un peu en deuil d'abord de nos personnages et notamment du personnage de Kurtz. Et on cherche un nouveau personnage, non pas comme Kurtz, mais un nouveau méchant pour un thriller, pour des thrillers qui soient épais, qui tiennent la route, qui ne soient pas un fantomas qui ricane à la fin et qui parle trop, qui se fait descendre au final. Et donc tout commence là, en réalité. Le concept de W3, c'est pas ça, mais il naît de ça. On voulait mettre des gens du quotidien, les balancer dans toutes les injustices possibles de notre pays en particulier, puis un petit peu au-delà dans la trilogie. Donc vous avez eu envie d'ancrer ce thriller dans la réalité, mais à quel point ? Oui, l'ancrage dans la réalité était important et on s'en est aperçu, finalement, on s'en est rendu compte au fur et à mesure de l'écriture, c'est que parfois la réalité nous a rattrapés. Et quand le tome 2 est sorti, il a été imprimé le jour des attentats de janvier, on avait un peu raconté ce qui allait se passer, même si nos hommes en noir avec les Kalachnikov ne sont pas les mêmes hommes en noir qui ont attaqué Charlie et l'hypercachère, mais on avait ce même genre de mal, d'attaque sur la liberté de la presse, sur la vie en général, sur la liberté en général. Et c'est vrai que cet ancrage-là nous a pas mal rattrapés. En fait, c'est un thriller militant. Pouvons-nous dire que c'est un thriller Thriller. Militant. Non, militant, moi j'aime pas trop le mot, parce qu'on n'est pas militant, on n'est pas encarté, on n'est pas... Mais citoyen, oui. Ça, certainement. Nous sentons-nous français ?
Ça dépend des jours. Drôle de question. Quand j'ai fait mon service militaire, ouais, je me sentais français. Drapeau, tricolore, tout ça, liberté, égalité, fraternité. Mais maintenant, c'est plus que des mots. Alors, ouais, mais citoyen. Mais pas citoyen français, citoyen quoi. Ouais. Mais non, pas du monde. On peut pas être citoyen du monde. Le monde est trop divers. Il y a la charia là-bas, il y a la République ici, il y a encore autre chose ailleurs. On peut pas s'en sentir de partout, je crois pas. On se sent d'ici, je pense. Merci Nathalie, merci Jérôme. La trilogie W3 est à découvrir de toute urgence, des thrillers recommandés par toute l'équipe de La Griffe Noire. Bonne lecture à tous. Je dois remercier Monsieur Fred parce que je ne connaissais pas. En plus, le monsieur dont je vais vous parler m'avait offert le service de presse, qui s'est accumulé sur le nombre de services de presse. Et s'il n'y avait pas Monsieur Fred qui, chaque fois que je vais à France 5, me dit « T'as lu le livre de... » Enfin, c'est pas grave si tu ne l'as pas lu, mais bon. Et au bout de 3 semaines, 4 semaines, vous craquez rien que pour qu'il se taise, donc que vous lisez. Et là, il m'a fait découvrir, on va vous faire découvrir une nouvelle star du polar historique. Il y avait Daillon, il y avait Parot, il y avait des gens comme ça qui sont des références. Et ben là, est en train de naître un nouveau grande pointure, une nouvelle grande pointure du polar historique français. Il s'appelle Jean-Christophe Porte, c'est édité chez les éditions City. Alors le premier, c'est l'affaire des corps sans tête, qui était quand même une énigme qui était basée sur, on retrouvait dans la Seine des corps sans tête. On est à l'époque de la Révolution, hein, je vous dis tout de suite, c'est très important parce que il n'y a pas beaucoup de polars qui sont à cette époque-là précises. Ça, c'était extraordinaire. Bon, allez, je vais être sympa avec vous. Là, je vous le montre en belle édition, mais il va apparaître en poche bientôt. Le monsieur, il commence. Alors, si vous voulez lui faire gagner un peu d'argent pour qu'il puisse continuer à vivre, ça serait bien que vous l'achetiez dans cette édition. Et il vient d'en faire paraître un autre. Ça s'appelle L'affaire de l'homme à l'escarpin. Toujours c'est City. Jean-Christophe Porte. Il a un enquêteur qui revient souvent, qui s'appelle Victor d'Autrive. Alors Victor d'Autrive, en fin de compte, c'était un aristocrate. Hein. Mais comme on est sous la Révolution, il a supprimé la particule et tout, et ça devient d'Autrive en un nom. Hein. Dans le premier tome, vous alliez voir, il avait été engagé par Lafayette. Déjà que je vous cite, hein, on est sous la Révolution, il y a Louis XVI qui s'est tiré avec toute sa famille dans la même berline, alors que tous les autres de sa famille sont partis en berlines différentes, ils se sont tirés, lui non, voilà, donc il s'est fait avoir, il est revenu à Paris, il a plus de pouvoir et rien. Et puis là, on est confronté à Paris à un problème, c'est qu'on a un jeune homme qu'on retrouve qui est complètement nu, sauf avec ses escarpins. Ok. Mais c'est pas des Loups-Boutins, hein. C'est des escarpins à l'époque, ça n'existait pas, Loups-Boutins. Donc il a juste ses escarpins, il a un problème, c'est qu'il est journaliste politique. En plus, il y a les Orléans, vous savez, c'était les faux culs qui ont voté la mort de Louis XVI, qui plus tard s'en mordront les doigts, mais bon, ils vont quand même le dégommer, comme ça leur permettra peut-être de prendre sa place s'il s'en tire. Il reconstitue la Révolution d'une façon extraordinaire, et surtout les coulisses, c'est-à-dire que nous, on connaît voilà, la Révolution, Robespierre, des Moulins, à moins d'être très historien et d'aimer beaucoup l'histoire, on ne connaît pas ça. Et lui, en nous amusant, on va découvrir tous ces jeux politiques, toutes ces coulisses de l'histoire de la Révolution qui vont déboucher sur la mort de Louis XVI, qui vont déboucher sur Robespierre et ainsi de suite. C'est absolument fabuleux. Allez-y, c'est... le type est surdoué, hein, ça me coûte de le dire, mais il est français, il n'est pas belge. Donc c'est la preuve que quand même les Français, par rapport aux Belges, peuvent avoir quelquefois du talent. Je ne dis pas souvent, mais bon. Et en plus, il est un peu belge parce qu'il ne se prend pas trop, il n'a pas encore la grosse tête, ce qui est un Français toujours. Hein, un Français sans grosse tête, c'est pas un Français. Donc ça s'appelle L'affaire de l'homme à l'escarpin de Jean-Christophe Porte chez City, et je suis sûr que même les Belges aimeraient. C'est Angoulême, donc un petit coucou au niveau de la BD. Hein. Alors, l'incontournable, hein. L'incontournable de l'incontournable, pour moi, c'est un des plus grands dessinateurs du XXe siècle. Il a tout, il y a les scénarios, il y a tout dans ses BD. C'est la série Pin-Up, hein. Là vient de paraître l'intégrale. C'est chez Dargaud, c'est Bertheillan. Alors on va me dire que je suis très classique, mais c'est vrai que je suis très classique. Et c'est pour moi, c'est la Rolls, vraiment la Rolls de la BD. Et c'est un monument qui, à mon avis, restera dans l'histoire de la BD comme un des grands moments de la BD du XXe siècle. Alors ça, c'est complètement l'antithèse. Hein. C'est Otero, Confession d'un oragé, chez Glénat. Regardez l'illustration, regardez, c'est absolument fabuleux. Pour moi, c'est comme une œuvre d'art. L'histoire est, je vous parle pas, je vous dis un chat, un petit garçon, le Maroc, la rage, son histoire. Regardez. Ça vous va là, au niveau du cadrage? Non mais vous me le dites, hein, tous les deux, ne parlez pas. Oui, alors comme ça,
Regardez. Je fais lentement pour que vous puissiez, parce que c'est pas des rapides. Vous savez, les deux là, on dirait on est à une conférence de l'ONU derrière. Vous ne regardez pas, mais il faudrait une deuxième caméra pour regarder. Et je vous parle pas Didier Debroux qui est en train de se moquer d'eux, mais qui se cache pour se moquer. Voilà, ça y est, on peut. Voilà, alors c'est une BD d'exception. Pour moi, c'est un incontournable. Et ben voilà, la première partie de l'émission est terminée, c'était la plus intéressante. Maintenant, on va tomber au bloc-notes, c'est là où monsieur Didier Debroux ne sera pas là, où Gérard Collard ne sera pas là, où on entendra beaucoup moins Madame Chantal et Monsieur Fred. Bon, mais il y aura quand même des gens de talent, il y aura des choses intéressantes. Là commence la deuxième partie de cette émission. Juste pour vous signaler qu'il y a une exposition absolument fabuleuse qui se tient jusqu'au 26 mars 2017 au château de Versailles et qui va vous parler des fêtes et des divertissements qui se passaient dans ce grand château. Alors ça va de Louis XIV jusqu'à la Révolution. C'est plutôt ce que dit dans l'introduction, c'est le ressenti du courtisan. C'est pas un truc très esthétique, c'est ce que ressentaient les gens qui participaient à cette manifestation. Il y a un livre absolument somptueux, je vous le dis franchement somptueux, parce que souvent les catalogues d'exposition ou des choses comme ça, c'est pas terrible, pas forcément. Et là, le texte et les illustrations sont fabuleux. Ça s'appelle Fêtes et divertissements à la cour. C'est chez Gallimard. Allez-y, c'est absolument une merveille. Je vous montre, regardez. Ça va là? La caméra, vous avez les deux petits vieux, ils vont là, le Moped Show. Voilà, hop, regardez. C'est absolument... Voilà. Allez-y, je vous dirais pas pour les fêtes, mais pour votre bibliothèque personnelle, parce que c'est tiré à petit nombre d'exemplaires et c'est vraiment pour ceux qui aiment l'histoire et les beaux livres, c'est un incontournable de l'année. Voilà, c'est au château de Versailles jusqu'au 26 mars 2017. Bon, et même si vous êtes belge, vous prenez le Thalys, vous prenez le RER, vous allez vous retrouver à Versailles. Alors surtout avant le 26 mars 2017, parce que si vous arrivez le 27, vous risquez de pas être déçu. Pour mieux vous expliquer ce qu'est cette exposition, voici maintenant une petite bande-annonce de Monsieur Fred. Voilà un grand moment, le grand Fred vous a sélectionné un film de qualité, une sorte de biographie filmée de Dalida, de Lisa Azuelo. Alors Lisa Azuelo, vous savez qui c'est? C'est la fille de Marie Laforêt, donc c'est la preuve qu'on peut être la fille de quelqu'un et avoir du talent. Allez-y, je vous le conseille, et puis avant ou après, comme vous voulez, je vous conseille deux livres. Alors deux livres... Alors, il y a la biographie de David Lelay, Hello, vous connaissez, celui qui a fait Poussière d'homme, qui est un des grands écrivains français contemporains, a écrit une biographie de Dalida qui est complète, qui est très ressentie, avec une préface de Lynn Renaud. Vous savez, David Lelay, c'est celui qui a fait le livre sur Nana Mouskouri, c'est-à-dire que lui, il fait les livres que sur des gens qui ont 85 ans, 80. Donc moi, j'ai encore un peu de laps de temps. Même Didier, il a encore, on a encore du temps avant qu'il fasse une biographie, ou alors il faut qu'on soit mort. Donc c'est ma biographie préférée. Mais surtout, je vous conseille de lui ce petit chef-d'œuvre, mais c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Ça s'appelle C'était en mai un samedi. C'est chez Pocket. Et donc allez-y, c'est une pure merveille. C'est l'histoire de Dalida. Elle va se suicider, elle décide de téléphoner à une dame qu'elle prend comme ça au hasard, et ces deux dames vont se parler, et elles ont un parcours à la fois commun et différent. Elles vont parler entre femmes d'amour, de passion, de mort, de leurs enfants, du destin. Cette femme ne sait pas que c'est Dalida qui parle, elle ne sait pas qu'elle a... Voilà. Et est-ce qu'elle va décider de se suicider ou pas? C'est une pure merveille, une pure dentelle psychologique, c'est bouleversant, c'est touchant, et je trouve ça un peu scandaleux que ce bouquin n'ait pas eu plus de succès qu'il en a eu, parce que pour moi, c'est un des... Alors, c'est vrai que ça parle de Dalida, alors les gens tout de suite, Dalida, ma maman, ma grand-mère, la chanteuse, c'est pas du tout ça. Vous prenez deux femmes qui sont, qui savent pas si elles vont arrêter de vivre ou si elles vont continuer, qui vous parlent de la condition des femmes actuelles dans la société. C'est absolument une pure merveille psychologiquement. Ça s'appelle C'était en moi un samedi, David Lelay, Hello, et c'est un des plus beaux, c'est chez Pocket, c'est un des plus beaux romans français de ces 10 dernières années, avec Poussière d'homme, entre autres. J'allais oublier, parce que je voyais que Monsieur Fred me faisait des grands, et puis Madame Chantal qui me faisait des grands gestes, j'allais oublier qu'on a un extrait, Monsieur Fred a été lui-même piqué un extrait du film Dalida, la biographie filmée.
mademoiselle Dalida. Bésame, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays ça veut dire embrasse-moi. Tu peux descendre aussi vite que t'es monté. Ce que j'ai fait, je peux le défaire. Ma vie, je voudrais la chanter avec toi. C'est pas toi qui m'as faite. C'est les publics. Et vous savez la nouvelle? Vous savez la nouvelle, Fred? Parce que c'est pas la nouvelle, il est mort. Jack London. Bon, bah, d'accord, c'était en 1916, mais à sa mort, on est avant que les nouvelles arrivent. Donc, c'est l'anniversaire de sa mort, des 100 ans. Et bon, faut reconnaître que Jack London, pour moi, c'est un de mes monstres sacrés, un de ceux qui m'a fait aimer les livres. C'est à la fois quelqu'un qui lui parlait de son quotidien, et ce quotidien est devenu universel parce qu'il parlait des gens, souvent des pauvres, des gens dont on ne parlait pas à cette époque-là. Puis il y a la notion aventure, il y a plein de choses dans Jack London. Alors pour moi, un des plus grands romans de tous les temps, c'est Martin Eden. Si vous ne l'avez pas lu, vous le lisez, c'est en collection libretto, c'est absolument... Il y a tout. Je trouve que plus universel que ce roman, tu ne peux pas faire, et que ce personnage, on peut s'y identifier, ne pas s'y identifier, mais en tout cas, c'est un livre inoubliable. Vient de paraître chez Pléiade, les romans, récits et nouvelles en 2 tomes. Alors ça, c'est absolument à avoir. Vous avez absolument tout. Et les nouvelles de Jack London, peu de gens les lisent, alors que c'est vraiment... il excelle dans ces petites histoires, et il arrive à nous émouvoir avec très peu de pages. Il y a un coffret qui existe, mais bon, on est en France, hein. Le coffret est en réimpression, c'est normal, quand on a du succès en France, voilà. Donc peut-être que dans le 200e anniversaire de la mort de Jack London, vous aurez le coffret des œuvres complètes chez Gallimard en Pléiade. Voilà, salut l'artiste. Et puis, il y a ce bouquin que j'adore chez Paulsen, qui s'appelle L'appel du grand tailleur de Jack London. Et alors là, dans vous avez des choses, voilà. En fait, vous avez à la fois une biographie de Jack London, tous les endroits, tous les lieux qu'il a fréquentés, tous les lieux de sa vie, et vous avez des illustrations inédites. C'est un livre absolument magnifique et qui est indispensable à tous les amateurs de Jack London. Ça s'appelle Jack London, l'appel du grand tailleur. C'est aux éditions Paulsen, et c'est de Olivier Weber. Eh bien, une nouvelle chronique dans ces blocs-notes. Marie, notre spécialiste audio-libre, va vous présenter son choix pour ceux qui ont soit des difficultés un peu de vision, ou alors carrément aussi quand vous êtes dans les embouteillages, au lieu d'écouter des trucs de nuls comme il y a beaucoup, eh bien, elle va vous proposer des romans, des choses comme ça, superbes. Jusqu'à présent, j'avais du mal à choisir entre lire un livre ou faire une séance de sport. Maintenant, tout a changé. Tu leur expliques, Monsieur Fred? Grâce à Audiolib, aux éditions Telem, Marie peut écouter des livres sur son téléphone portable. Ces derniers temps, elle vient de découvrir pour vous le fameux Vernon Subutex de Virginie Despentes. À Paris, on parle que de ça. Alors j'ai décidé d'écouter Vernon Subutex. Et du coup, ça y est, je fais partie du club des « Oh, c'est trop bien !» J'ai jamais autant pédalé de toute ma vie. C'est-à-dire que c'est tellement bien, Vernon Subutex, que je l'ai écouté non pas une fois, mais 2 fois. Et les 2 tomes. On peut penser que c'est trop trash parce que Virginie Despentes c'est un style, mais c'est parfaitement juste et c'est juste une petite merveille à lire. Maintenant, pourquoi l'écouter? Eh bien, il y a un élément supplémentaire au fait d'écouter Vernon Subutex, c'est qu'il est lu par Jacques Frantz. Alors, vous connaissez peut-être pas forcément l'acteur, mais vous connaissez sa voix parce que vous l'avez tous déjà entendu. Jacques Frantz ne fait pas que lire le livre, il le vit complètement. On a l'impression d'être au théâtre. Virginie Despentes fait parfois dire des longues tirades à ses personnages et il les déclame d'une manière absolument sublime. Et alors du coup, je suis comme tout le monde, j'attends tellement le tome 3 avec impatience que j'ai décidé de lire Apocalypse bébé, un autre livre de Virginie Despentes. Alors Marie, qu'en as-tu pensé? Alors, il n'est pas lu par Jacques Frantz, mais il est
superbe aussi. On retrouve un des personnages de Vernon Subutex. Et puis c'est une histoire qui est totalement ancrée dans l'actualité. C'est toujours ce style incomparable. Ça vous emmène, ça vous emporte. Les personnages vous agrippent, ils vous lâchent plus. Vous pensez à eux-mêmes des jours, des semaines, des mois plus tard. C'est vraiment superbe aussi. Ça va vous permettre d'attendre la sortie du tome 3 de Vernon Subutex. Tu as également lu une pépite ce mois-ci, n'est-ce pas? Oui, une pépite, Fred. 1h30 d'écoute. Comme aller voir un film, comme aller voir une pièce de théâtre. C'est Vous n'aurez pas ma haine d'Antoine Léris. Donc vous en avez sûrement entendu parler. C'est un texte magnifique. C'est donc l'histoire vraie d'Antoine qui a perdu sa femme au Bataclan. À la fin du livre, vous ressortez vraiment en serrant les poings en disant « Oui, il a raison, ils n'auront pas notre haine ». C'est un très beau texte. Mais alors, il y a quelque chose en plus, c'est qu'il est lu par André Dussolier. Et alors là, c'est là où vraiment on touche au magnifique. C'est que dans sa voix, il est d'une justesse, il est d'une perfection incroyable. C'est très très émouvant, mais on n'est pas du tout dans le pathos, c'est tout l'inverse. C'est un beau cadeau à faire, offrez-le autour de vous, c'est superbe. Antoine Léris, Vous n'aurez pas ma haine, lu par André Dussolier. Une merveille. Bon, tout ça, ce n'est que mon avis. En attendant, j'y retourne. Alors, vous savez qu'en France, on est vachement originaux. C'est-à-dire que ça fait quand même près de 20 ans qu'on nous refile à chaque Noël, à chaque fête, un nouveau livre qui est absolument le même, mais dans une autre taille, un autre format, un autre prix, soit de Doisneau, vous avez la chance, avec sur la couverture le baiser, pas le baiser, alors là c'est vraiment, voilà, il peut même vous le coloriser si vous voulez, ou alors de Ronis. Alors Ronis c'est pareil, hein, c'est le Doisneau, une fois c'est l'un, c'est l'autre, et puis bon, il y a un moment... Et puis, il y a quelqu'un d'intelligent qui ressort quelqu'un qui était complètement inconnu, qui est, à mon avis, l'égal des deux, de Doisneau en tout cas, c'est Jacques Rouchon. Et c'est un photographe c'est des photographies qui datent de 1940-1958, s'appelle Revoir Paris, c'est une petite maison d'édition qui s'appelle La Tour Verte. Le gars a fait une édition qui a fait un travail monumental avec des photos inédites de Paris. Alors, là, c'est des photos absolument... c'est vraiment au hasard, mais il y a des photos de Paul Léoto. Vous avez... C'est pas les... Il y a tout. Il y a des photos. Alors, je vais vous les... On a le temps, hein, n'importe comment. Regardez. Regardez le pire écrivain du XXe siècle, Philippe Solers, jaune, avec déjà sa coupe Jeanne d'Arc. C'est extraordinaire. Donc ça, ce clip, il n'est pas à la hauteur de ce livre, parce qu'il faudrait en fait qu'on vous fasse des photos, le feuilleté pour vous montrer. Il y a des photos de Paul Léoto qui sont extraordinaires, d'André Gide. Voilà, c'était un photogramme de mode. Hein. Il est mort en 1981. Et derrière, d'ailleurs, vous avez des photos célèbres qu'il a faites de Gérard Philippe. Regardez, c'est absolument fabuleux. Ça s'appelle Jacques Rouchon, Revoir Paris, photographie 1945-58, La Tour Verte. Alors maintenant, vous avez un moment important de l'émission. Hein. Vous avez le bloc-notes, la chronique de mon acolyte, celui sans qui la Griffe Noire n'existerait pas, celui qui fait qu'on existe encore, qui s'appelle Jean-Edgar Cazal et qui vous parler de ses livres préférés. Le célèbre Doha nous sort la suite de son livre Pouctou. Pouctou, c'est un terme pachtoun et qui est publié dans la fameuse série noire de chez Gallimard. Qui dit série noire dit un certain style de livre. Donc c'est à la fois un livre qui peut se lire pour ceux qui aiment bien les séries noires, parce qu'il y a quand même un côté un peu aventure et policière, mais c'est surtout un grand livre de géopolitique stratégique aussi. Attention, je dis ça, on a l'impression que ça va être compliqué et tout ça, mais ça vous éclaire un peu sur ce qui se passe et sur le monde actuel, et c'est absolument fascinant, captivant. Et le tome 2, toujours aussi épais, vient de paraître. On les réunit ça dans un joli coffret. Normalement, c'est pas 2 volumes, c'est vraiment une seule histoire, ça devrait être qu'un seul livre. Le problème, c'est que vu l'épaisseur, c'était impossible de faire un seul livre. Il a été un peu dépassé par le foisonnement de l'histoire, et il pensait pas que ce serait aussi gros, donc ils ont été obligés de faire 2 tomes, mais pour lui, c'est bien une seule et même histoire qu'il a pensé du début à la fin, dès le départ. Et n'ayez pas peur de l'épaisseur, ça se lit très bien. Faut rentrer dedans au début, les personnages, il y a une mise en place, mais c'est comme dans les romans russes, hein, il y a plein de personnages, plein de choses, mais toutes ces ramifications se raccordent entre elles, et on apprend plein de choses, et il y a plein d'endroits où ça se passe dans le monde, et c'est absolument passionnant.
Et bien voilà, on arrive à la fin de l'émission. C'est un peu triste, et on est un peu triste surtout de quitter la Belgique, Didier Debroux. On a un peu visité ce monument qui est Didier. Il nous a permis de connaître son intérieur, comme on dirait. On espère en tout cas que vous allez apprécier cette émission. Un peu folle, mais il y a de tout. On espère avoir été à la hauteur de la Belgique, ne pas s'être pris trop au sérieux, d'avoir fait les choses comme font les Belges très bien, et puis de vous avoir amusé, et puis de vous avoir permis de découvrir d'autres choses. Donc à bientôt la Belgique, et puis à bientôt les Français, parce que oui, on est Français quand même. Merci Gérard. Allez, on ne change pas nos habitudes et on fait le récap des livres coup de cœur que tu nous as présentés. Un homme cruel de Gilles Jacob aux éditions Grasset. Un mariage contre nature d'Alice Hoffman aux éditions Slatkin et compagnie. Le cercle des plumes assassines de Gigi Murphy aux éditions Folio. L'affaire de la belle évaporée de Gigi Murphy aux éditions Baker Street. L'affaire de l'homme à l'escarpin de Jean-Christophe Porte chez City Éditions. Pin-up de Berthe et Yann aux éditions d'Argo. Confession d'un enragé d'Otero aux éditions Glénat. Et vous pouvez bien sûr commander cette sélection de livres sur le site de la librairie en ligne lagriffenoire.com. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de partager nos posts Facebook et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube Griffe Noire TV. Rendez-vous en février pour le prochain numéro. D'ici là, bonne lecture à tous.